Bonjour, merci Bernard pour cette introduction incroyable. Pour moi, c'était surtout un plaisir d'écouter ta présentation avant, qui a résumé l'énormité des choses et m'a fait réfléchir encore une fois beaucoup à ces questions. Bon voilà, je vais effectivement parler de ces classes de modèles d'accrochage et je rentre tout de suite dans les programmes de ce que j'ai envie de raconter. Donc, modèle d'accrochage avec des ordres, je vais donner des définitions, des propriétés basiques. Et après, je vais un peu parler du cas pur. Il s'agit d'une classe de modèles exactement soluble. Je vais donner quelques détails sur ça. C'est un point crucial d'être capable de contrôler bien le modèle pur. Et après, on rentrerait dans les critères de Harris dans ces contextes. Et là, il y aura des cas. Bon, aujourd'hui, Bernard a utilisé les termes relevant, irrelevant, et les cas marginal. Je garde peut-être les mots en anglais et en français. Mais après, il a mentionné aussi le fait que les critères de Harris nous disent si le désordre change ou pas le comportement critique, mais dans les cas pertinents, dans les cas relevants, les critères de Harris ne disent rien sur ce qu'il arrive vraiment au système, mis à part le fait que probablement ça devrait être différent de ce qui se passe dans les cas purs. Et bon, après, il y a des questions que je voudrais me poser, donc, notamment pourquoi on peut aller si loin dans le modèle d'accrochage par rapport à d'autres modèles. La théorie serait générale en principe. Et vous verrez, je ne savais pas que les titres de l'exposé, de la présentation de Bernard auraient été des ordres faibles. Mais effectivement, vous allez voir que il y aura toujours ce jeu entre les désordres faibles et les désordres forts dans mon exposé. Et bon, voilà. Je ne dis pas plus et je passe à définir le modèle. Et je vais le définir d'abord dans un cas simple, je généralise après. Et les cas simples, le modèle dépend de deux quantités indépendantes, probabilistiquement indépendantes. La première, c'est ce qu'on appellerait la partie dynamique. Et donc, dans l'exposé précédent, c'était plutôt des spins et des choses là. L'objet qu'on regarde, dans les cas les plus simples, c'est simplement une marche aléatoire. Donc, Sn est une marche aléatoire symétrique. Je remarque la loi avec un P boldface, parce qu'il y aura un troisième P dans une seconde, et paresseuse juste pour éviter ce problème de... Donc c'est une marche qui fait des sauts de plus ou moins 1 ou 0, et comme ça j'évite des problèmes de parité, et j'ajoute la possibilité que la marche reste en place, donc simplement unidimensionnelle, symétrique. Et l'autre ingrédient, c'est bien sûr les désordres. Moi, j'utilise la notation avec les désordres, pour moi, c'est simplement une suite oméga n de variables indépendantes et avec distribution identique. Je vais utiliser beaucoup la transformée de Laplace, la fonction génératrice du désordre, je l'appelle lambda s, le log de la transformée de Laplace. Et donc, je vais supposer que ça soit fini. Il y a pas... en fait, pour cet exposé, on peut très bien penser que oméga soit gaussien standard. Donc, simplement, lambda s, c'est bêta carré sur 2. Il n'y a pas... Et en fait, vous allez voir tout de suite que sans per généralité, je peux supposer que ces désordres soient centrés de variance 1. Et bon, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que les modèles, en réalité... c'est défini à l'aide de deux paramètres. Bêta, ce n'est pas du tout en sûreté, c'est seulement l'intensité du désordre. C'est une habitude. Je garde ces notations qui en physique ne sont pas complètement standards, sans doute. Et après, il y a un autre paramètre qui c'est les potentiels liés à l'accrochage, qui c'est H, je l'appelle H. Et vous voyez, alors le modèle est vraiment défini comme ça de façon très simple. Vous avez une marche aléatoire, vous la regardez jusqu'à temps n, et après, vous allez perturber de façon exponentielle sa loi, donc avec un facteur de Boltzmann. Et donc, la seule notation à garder en tête, c'est que j'utilise delta n comme fonction indicatrice que la marche aléatoire est à 0 au temps ou au énième pas. Donc,
Regardons par exemple les cas sans désordre, bêta égale à 0. Dans ces cas-là, ces termes-là, que ça serait moins l'énergie, ou l'énergie si vous voulez, c'est simplement h fois le nombre total de fois que notre marche aléatoire est passée par 0. C'est qu'en probabilité, on appelle le temps local en 0. Mais bon, c'est le nombre total de visites en 0 de la marche. Et bon, si par contre je rajoute, je mets un bêta différent de 0, là, à chaque fois que la marche revient à 0, ça prend une contribution oméga n, mais c'est oméga n est le désordre, et ça dépend de où la marche va toucher 0. Alors, dans tout ça, il y a peut-être encore une chose, c'est seulement une question technique, c'est delta n qui est aussi là. Je regarde seulement des marches qui reviennent au 0 après n majuscule pas, donc c'est simplement une condition au bord. Si je l'enlève, les résultats seraient plus ou moins les mêmes, assez, dans un certain sens. C'est pour ça que je vais raconter aujourd'hui, les résultats seraient exactement les mêmes. Et donc, bon, si je modifie une probabilité avec ces poids-là, ça ne va plus être une probabilité. Donc, je dois renormaliser la constante de renormalisation. C'est ce qu'on appelle la fonction des partitions. Et, bon, encore une fois, là, je suis... Cette fonction de partition va être une fonction de partition aléatoire parce qu'il y a les oméga dedans. Je suis vraiment en train de regarder le système gelé. J'ai tiré un échantillon de cet oméga et je veux des résultats pour un échantillon donné de cet oméga. OK, bon, ça c'est le modèle. J'espère que j'ai donné... Bon, je vais répondre, hein, parce que là... Alors là, je vais vous donner une image de ce qui se passe. Donc là, c'est une trajectoire de la marche aléatoire. La marche aléatoire passe par 0. Et là où elle passe, elle prend une contribution, bon, qui va être bêta, oméga plus h, mais la partie inhomogène, donc si elle touche au temps 3, elle va récupérer une contribution qui dépend qui c'est bêta, oméga 3 plus h, et ainsi de suite. Donc, mais en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit rapidement que ce qui compte n'est pas vraiment la marche aléatoire, mais c'est seulement l'ensemble des zéros de la marche aléatoire. C'était peut-être clair au départ. Et j'appelle tau l'ensemble des zéros de la marche aléatoire, donc défini de façon récursive comme ça. Et alors, vous voyez que je peux... Bon, ça c'est souvent la fonction des partitions. L'espérance, la moyenne des facteurs du Gibbs, des facteurs de Boltzmann qu'il y avait dans la modification de la mesure que j'avais fait. Et la seule modification par rapport à tout à l'heure, c'est que là, à la place d'écrire la fonction indicatrice de ces delta n comme fonction indicatrice que la marche aléatoire soit égale à 0, bah, je peux dire simplement que n est dans l'ensemble des zéros. C'est équivalent à écrire Sn égale à 0. Mais derrière ça, il y a disons, une modification peut-être plus importante. Donc là, dans le dessin, je dis que je peux mettre à la poubelle la trajectoire de la marche aléatoire, je garde seulement les zéros, et j'insiste sur le fait que ce taux, cet ensemble des zéros, dans les cas, bon, ça pour la marche aléatoire sans doute, mais beaucoup plus généralement, si S était une processus de Markov, les zéros seraient ce qu'on appelle simplement un processus de renouvellement, qui c'est simplement une marche aléatoire à nouveau. Ce pont taux 1, taux 2, taux 3, c'est à nouveau une marche aléatoire, c'est une marche aléatoire avec des raccourcissements positifs. Donc la distribution des taux 1, c'est indépendant de la distribution des taux 2 moins taux 1, ils ont la même loi. Et voilà. Donc les modèles d'accrochage, à la place de regarder comme un accrochage d'une marche aléatoire la marche Sn, S, je peux le regarder comme un processus d'accrochage d'un renouvellement. Et comme ça, généraliser énormément le problème. Parce que tout ce qu'on garde de la marche, c'est simplement la distribution des taux 1. Parce que les autres les distances entre les zéros ont la même loi. Et donc j'appelle K de n dans cette présentation la probabilité que taux 1 est égal à n. Et donc, pour la marche à une dimension, bon, c'est très bien connu que ces KdN a un comportement asymptotique en loi de puissance avec un exposant 3,5 et je peux trivialement généraliser en disant que l'exposant c'est 1 plus alpha, peut-être avec des corrections logarithmiques, mais vous pouvez toujours penser que c'est L de n, cette chose-là qui va apparaître, c'est une constante. Sauf que, par exemple, si on avait démarré à la place avec une marche aléatoire unidimensionnelle, on prenait une marche bidimensionnelle,
on avait les mêmes problèmes. On pouvait réduire tout à un renouvellement, le retour en zéro d'une marche bidimensionnelle, et dans ces cas-là, alpha est égal à 0, et la correction logarithmique est ce qui vous rend ça une probabilité. LDN, c'est 1 sur log n au carré, hein, une constante, fois une constante. Donc, voilà. Mais ça, c'est les cadres. Donc, on oublie la marche, si vous voulez, et on pense à accrocher simplement un renouvellement. Donc, tout ça vient de la littérature physique. Je l'ai écrit dans un formalisme plus typiquement mathématique, mais en fait, ça, je pense que la première fois, vraiment, ou une des premières fois, c'est à la fin des années 60 que ces modèles apparaissent. Probablement, il était là déjà avant, hein, mais en physique. Et c'est effectivement Paul Escheraga. Et bon, c'est bien que ces dessins étaient aussi dans la présentation de Bernard avant. Et donc, mais la chose que je voulais souligner, c'est qu'au début, dès la fin des années 70, il y a eu plusieurs articles qui donnaient des solutions exactes de ce qu'on appelle les modèles purs. Donc, les modèles avec bêta égale à 0, donc les modèles seulement avec une interaction, là, que ça serait simplement H indépendamment des bases, là, si on regarde comme un modèle d'ADN. Et en 1984, Michael Fisher, dans un article de revue qui, je pense que c'est bien célèbre, qui parle en partie du modèle d'accrochage, il faisait la remarque en disant, mais regardez, derrière, il y a une structure simple et tous les différents arguments qui ont été proposés pour dire que le modèle est certainement soluble. En réalité, bon, si je le dis en termes mathématiques, c'est simplement le fait que derrière, il y a un renouvellement. On est en train de modifier avec un poids de Boltzmann un renouvellement. Donc, alors, c'est transparent, c'est à propos de quelque chose de très élémentaire encore. J'ai recopié la fonction de partition et j'ai dit la chose que vous savez bien, que ça contient beaucoup d'informations. C'est une fonction génératrice, mais la chose qui m'intéresse, c'est de souligner que si on dérive le log de Zn avec tous les autres paramètres par rapport à h et on divise par 1 sur n, on se retrouve, ce qu'on va faire descendre, c'est, bon, vous voyez là, ce que j'appelle la densité de contact. Donc, la dérivée de la densité d'énergie libre est la densité de contact. Donc, et bon, alors là, il y a donc là, c'était la densité d'énergie libre en volume fini. On peut passer à la limite. C'est un cas automoyennant, ce n'est pas surprenant, ça. Donc, et donc, effectivement, la limite de 1 sur n log de Zn oméga, cette quantité aléatoire, converge presque sûrement vers la limite de l'espérance. Donc, si je peux ou ne pas mettre cette espérance-là, les résultats restent vrais. Donc, le cas, c'est moyennant. Donc, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. La seule chose peut-être que je voulais souligner, là, par contre, la dérivée par rapport à h, c'est une quantité positive. Et voilà. Donc, alors, l'autre chose qui est assez remarquable dans ces modèles, c'est que même dans les cas désordonnés, presque sans faire de calcul, on peut arriver à voir qu'il y a une transition de phase. Et donc, alors, la première observation que je vais faire, c'est que ces fonctions f de deux arguments est convexe. Ça, c'est absolument général. Hein. On dérive deux fois, on trouve des covariances, donc voilà. Il n'y a pas de surprise. L'autre chose, j'ai dit croissante. Si on dérive par rapport à h, c'est un peu moins évident par rapport à bêta, mais l'argument est presque le même. Donc, mais nous sommes intéressés par rapport à h, donc c'est croissant par rapport à h. Et donc, la seule nouveauté, là, c'est que j'ai dit, parce que c'est important, que dans ces modèles, l'énergie libre, la densité d'énergie libre est plus grande ou égale à 0. Alors, je préfère donner un argument de ça, parce que c'est très facile et c'est dans un certain sens un peu la clé pour comprendre les modèles. Donc, vous voyez là, j'ai essentiellement réécrit la définition de l'énergie libre, mais j'ai changé. Donc, vous vous rappelez que tout à l'heure, là, il y avait un delta n, que c'était la fonction indicatrice
que N majuscule était dans notre renouvellement. Là, je suis en train de faire une borne inférieure en mettant dedans un événement qui est énormément plus contraignant. Je demande que les derniers points soient les seuls points qui est dedans. Donc les premiers sauts sautent tous les deux. Donc il n'y a pas de contact dans les systèmes. S'il n'y a pas de contact dans les systèmes, l'énergie devient zéro et je me retrouve avec simplement l'espérance, donc la probabilité que ton A est égal à N. Et ça, c'est quelque chose que je connais bien, c'est ce que j'appelais KDN, et qui a un comportement, lui a de puissance peut-être avec des corrections logarithmiques. Et donc, si je prends le log et je divise par n, je trouve 0. Donc, ça fait presque le travail. Parce que, sauf si on est dans les cas triviaux, qu'on peut exclure, je vais écrire des choses après, que l'énergie libre est tout le temps égale à 0, ou que l'énergie libre est tout le temps positive. Sinon, ce qui arrive, c'est que l'énergie libre va être 0 jusqu'à un certain H, que j'appelle H critique, qui va dépendre de bêta et de la loi du désordre, sans doute aussi, et après, elle devient positive. Du coup, vous voyez, on peut... là, mais ça nous donne énormément d'informations. D'abord, elle nous dit que ça, c'est forcément une transition de phase, parce que c'est forcément un point de non-analyticité de l'énergie libre. Et l'autre chose, c'est que si je dérive par rapport à H, pour trouver la densité des contacts, la densité des contacts pour H plus petit que H critique va forcément être égale à 0, tandis que juste pour la convexité, à droite des H critiques, ça va être strictement positif. Bon, à partir de là, en fait, on peut travailler plus et montrer que dans la région que j'appelle localisée, quand la densité des contacts est positive, la densité des contacts, donc il y a des points partout. Donc, je fais ce dessin-là pour dire que mon renouvellement, modifié par les poids exponentiels dans la région localisée, va vraiment remplir de façon dense l'intervalle 0n. Tandis que la région délocalisée, ça c'est un résultat beaucoup plus difficile en présence du désordre. Ce qu'on voit, c'est plutôt ça. S'il y a des contacts, ils sont seulement tout près du bord. Ça, c'est mathématiquement difficile, mais ce n'est pas une surprise. Donc, encore une fois, en dérivant de l'énergie libre, on trouve densité nulle des contacts. En réalité, ce qui se passe, c'est que les contacts sont tout près du bord. Et bon, mais je ne parlerai pas plus de ça, mais j'ai fait encore un dessin, c'est juste pour motiver un petit peu plus. Donc effectivement, la situation est celle-là. Bon, il faudra montrer que l'énergie libre n'est pas zéro tout le temps et n'est pas strictement positive tout le temps. Bon. Mais sinon, il y a cette transition de phase et qui correspond trajectoriellement à une situation délocalisée avec, donc si j'envoie n vers l'infini, là j'ai fait un dessin avec les marches aléatoires, c'est peut-être plus intuitif. La marche aléatoire a vraiment une répulsion, elle n'a pas envie de toucher la région où il y a les potentiels, hein, dans la région délocalisée. Et par contre, pour H plus grand que H critique, elle touche tout le temps avec une densité. Et voilà. Donc, alors, pour aller un peu plus loin et justifier vraiment, enfin, c'est les dessins que je viens de faire, surtout le fait que H critique n'est pas moins l'infini ou plus l'infini, que ça existe vraiment. En fait, on peut faire avec deux bornes très faciles. Une a été déjà mentionnée par Bernard dans l'exposé, dans les cours. Et bon, du point de vue des notations, j'ai introduit simplement le modèle pur. Donc, si je mets bêta égale à 0, il n'y a plus d'inhomogénéité. Donc, j'enlève tout. Si je mets bêta égale à 0, oméga disparaît aussi. Donc, voilà, j'enlève simplement les index correspondants. Ça, c'est le modèle pur. Et donc, il y a ce qu'on appelle la borne recuite ou annealed. Et bon, c'est un cas dans lequel c'est très facile de calculer l'énergie libre annealed. Donc, je change l'espérance avec le log, je trouve une borne supérieure. Et la chose que je trouve, c'est simplement un modèle qui est un modèle homogène, mais avec un potentiel d'accrochage qui n'est plus H, mais H plus lambda de bêta, plus bêta carré sur 2 si vous voulez penser au cas gaussien. Donc, c'est un calcul très très simple, hein, bon, comme ça a été mentionné par Bernard tout à l'heure. Et donc, en particulier, on sait que l'énergie libre désordonnée est bornée par l'énergie libre
pur, du cas pur, hein, mais avec ces shifts dans les potentiels d'accrochage. En réalité, il y a aussi cette autre borne. Si je mets bêta égale à 0, c'est une autre inégalité de convexité, je ne vous la montre pas parce que ce n'est pas particulièrement intéressante. En fait, cette inégalité-là aussi, on peut montrer que c'est même strict tout le temps si bêta est positif. Donc, mais en tout cas, l'énergie libre désordonnée est forcément entre deux énergies libres, entre deux copies de l'énergie libre pure qu'on est capable de calculer explicitement. Et il y a seulement une transaction au milieu. Donc, vous voyez, ça c'est f de lambda bêta plus h, que j'ai dessiné avec cette courbe-là. Avec, là, je m'avance un petit peu, vous allez le voir dans la prochaine transparent, le h critique du modèle pur, c'est égal à 0. Donc, le modèle pur avec bêta égal à 0 et h comme paramètre, c'est simplement une courbe qui est faite comme ça. Les propriétés de convexité et de croissance de f bêta h nous disent que ce qui s'est passé, c'est ça. Et donc, forcément, il y aura un point critique là où l'énergie libre devient strictement positive. Et dans ces modèles, c'est un peu magique. Il n'y a rien de plus à faire pour montrer qu'il y a une transition de phase. Et alors, ça nous pousse à dire, bon, mais on doit être capable alors de comprendre les modèles purs. Et voilà, donc là, j'écris les modèles purs. Vous voyez, j'ai mis bêta égale à 0. Le facteur de Boltzmann est simplement l'exponentielle de h fois le nombre de contacts. Et là, les physiciens à la fin des années 70 s'étaient rendu compte que c'était exactement soluble. Les premières solutions extrêmement compliquées, ou plutôt compliquées, hein. Et Michael Fisher remarque que la structure est facile, que derrière il y a ce que j'appelle un renouvellement, et après, lui calcule avec les transformés. Bon, et je suis un mathématicien et je voulais souligner qu'en fait, mais je l'ai découvert assez tard. Moi-même, au début, j'ai travaillé avec la méthode de Fisher, mais en regardant donc, dans les preuves des arguments des fondateurs, des pères de la théorie du renouvellement, donc Duber, Feller, Lamperti, si on regarde les arguments, il y a les calculs de cette chose-là. Et notamment, il y a le fait qu'avec une manipulation algébrique simple que dans les langages modernes, on appelle tilting, en théorie des grandes déviations, c'est qu'en fait, on peut écrire la fonction de partition comme une partie exponentielle, hein, exponentielle de f fois n, et après quelque chose ici, c'est la probabilité que n est dans un renouvellement. Maintenant, ça n'est plus le renouvellement original. Bon, je vais le faire apparaître après, ça n'a pas beaucoup d'importance. La chose sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est le fait qu'effectivement, on peut écrire... Vous voyez, la fonction de partition là, si je mets h égale à 0, c'est la probabilité que n est dans taux. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction de renouvellement. La probabilité que le site n est touché par le renouvellement. Ça, c'est une quantité standard, pas évident à calculer peut-être parfois, mais c'est un objet probabiliste intéressant. Et effectivement, essentiellement aussi dans tous les autres cas, la fonction de partition est une fonction de renouvellement. Il y a peut-être parfois une correction exponentielle à faire sortir. Et donc, en plus, c'est f de h est l'unique solution de cette équation-là. Alors, comment la lire? Somme sur n, le k de n est égal à 1, ça c'est une probabilité. Maintenant, il y a exponentielle de h. En particulier, si h est positif, maintenant, cette chose-là, si je somme sur n, je trouve exponentielle de h, ça n'est plus une probabilité, plus grand que 1. Donc, pour la corriger, je peux la corriger de façon avec un tilting exponentiel. Et si je fais ça, il existe un unique f de h qui va faire ça. Par contre, pour h négatif, je ne peux pas faire ça, parce que j'aurais envie de mettre un f négatif. Mais cette chose-là va exploser, parce que KDN a un comportement de loi de puissance. Donc, f de h est l'unique solution de cette équation-là quand cette solution existe, et sinon, je dis que f de h est égal à 0. Et donc, je suis déjà en train de vous dire que cette équation-là peut être résolue seulement pour h positif, et sinon, je dis que f de h est égal à 0, parce que de toute façon, vous voyez, là, j'avais un nouveau renouvellement que je n'ai pas défini, mais en fait, ce nouveau renouvellement va avoir cette distribution-là. Vous voyez, ça c'est une probabilité.
Maintenant, vous pouvez vous plaindre, vous dites, ça c'est une probabilité si H est positif, si FDH est positif. Sinon, si je mets FDH égale à 0, donc quand H est négatif, ce n'est pas une probabilité. Non, mais ce n'est pas si grave, parce que l'exponentielle de H avec H négatif, c'est plus petit qu'1, donc c'est une sous-probabilité. Et donc, c'est encore un renouvellement, mais c'est un renouvellement transitoire. C'est un renouvellement qui saute à l'infini, qui peut sauter à l'infini. Bon, voilà, je ne dis pas plus, mais disons, dans une petite page, avec ces arguments-là, vous pouvez, ou deux ou plus, vous pouvez résoudre complètement le modèle et après avoir des estimations asymptotiques précises, pas seulement de l'asymptotique exponentielle. Et en plus, vous avez une formule pour l'énergie libre, totalement, bon, c'est implicite, mais vous pouvez travailler beaucoup avec ça. Donc, en particulier, j'ai insisté que FDH est égal à 0 pour H plus petit égal à 0. Et sinon, pour H positif, vous avez une équation implicite sur laquelle vous pouvez faire des estimations. Et c'est très facile de montrer que FDH pour H qui tombe vers 0 va modulo peut-être des corrections logarithmiques en face. Hein, mais bon, la partie importante pour attraper l'exposant critique, c'est que H tombe vers 0 comme H a un exposant qui c'est 1 sur alpha. Si alpha est plus petit que 1, et sinon c'est 1. Donc, notamment, FDH a une discontinuité dans la première dérivée si alpha est plus grand que 1, parce que c'est 0, et après ça commence avec une pente positive. Et dans le cas de la marche aléatoire, donc alpha égale 1,5, c'est H au carré qu'on trouve là comme exposant critique. Et c'est un modèle dans lequel on peut trouver tous les comportements critiques. On passe d'une transition du premier ordre à une transition d'ordre arbitraire, même en alpha égale à 0, vous trouvez une transition d'ordre infini. Et donc, c'est un terrain, c'est une cour idéale pour tester les critères de Harris. Et, bon, mais pour les critères de Harris, bon, j'aurais pu, pendant l'exposé, je me suis dit, oui, j'aurais pu parler de la chaleur spécifique. Bon, j'ai décidé de présenter les choses avec la longueur de corrélation. Par hyperscaling, c'est équivalent. Donc, et c'est aussi intéressant dans ces modèles de dire quelle est la longueur de corrélation. En fait, la longueur de corrélation naturelle, c'est simplement 1 sur l'énergie libre dans ces modèles-là. Ça vient simplement du résultat que je viens de présenter, parce que la partie exponentielle, c'est exponentielle de f fois n. Bon, ça c'est toujours le cas. Mais la nouveauté, c'est que pour détecter la transition de phase dans les modèles d'accrochage, on veut décider s'il y a croissance exponentielle ou pas des z. Donc la seule chose, c'est que quand est-ce que je vais être capable de voir s'il y a croissance exponentielle ou pas? C'est quand n, la clé c'est d'arriver sur un système de taille 1 sur FDH, ou 10 fois 1 sur 1 sur... Et là, je commence à voir la croissance exponentielle. Et bon, il y a beaucoup de mathématiques liées à, même dans les cas désordonnés, liées à la longueur de corrélation. Vous faites ce que vous voulez, c'est effectivement 1 sur F, la bonne... les physiciens l'avaient compris avant. Hein. Donc la longueur de corrélation. Et donc, l'exposant, et là, j'utilise le même... Oui, une raison de ne pas utiliser alpha, pour moi, c'est que j'utilise les alpha parce que notre probabilité de retour est dans les domaines d'attraction d'une loi alpha stable. Et donc, par contre, là, j'ai bien les mêmes exposants utilisés par Bernard. Si on regarde la longueur de corrélation, en approchant le pont critique diverge comme H, donc le pont critique c'est 0, donc H à puissance moins nu. Et bon, nu, c'est le même exposant que l'exposant de l'énergie libre, forcément. Et donc, nu est à nouveau le maximum entre 1 et 1 sur alpha. Donc, et voilà, maintenant, si on allume les désordres, bêta positif, on peut appliquer comme black box le critère de Harris. Donc, les critères, moi, je vais les prendre du côté de non-pertinence. Donc, le critère, c'est nu fois la dimension qui vaut 1, plus grand que 2. Et donc, c'est nu plus grand que 2. Et bon, notre nu, c'est le maximum entre 1 sur alpha et 1. Et donc, on voit tout de suite que le désordre est censé être non pertinent si alpha est plus petit qu'un demi.
les cas marginaux, c'est alpha égale 1,5, alpha plus grand qu'1,5, les désordres devraient être pertinents, relevants. Alors là, je vais aller très vite sur les cas non pertinents. Je vais simplement dire qu'on aura la tentation de dire que les cas non pertinents devraient être faciles. Et en fait, dans les papiers de physique, ce n'est même pas pris en considération. En réalité, si on veut démontrer des choses, ce n'est pas facile du tout. Bon, là, j'ai mis les 3 contributions pour les cas d'accrochage que je considère plus importants. Et bon, notamment Ken Alexander, c'était le premier qui a démontré que pour alpha plus petit qu'1,5 et bêta plus petit que quelque chose, mais ce bêta 0 est explicite, hein, ce n'est pas 1 sur 1 milliard, c'est une quantité explicite d'ordre 1. Alors, les points critiques quenched coïncident avec, ça c'est les points critiques annealed, si vous vous rappelez l'image que j'avais donnée tout à l'heure, avec les 2 bornes par le haut et par le bas que j'avais sur l'énergie libre. H critique de bêta, c'était plus grand ou égal à moins lambda de bêta, moins bêta carré sur 2, que c'était les cas annealed. Et en fait, dans les cas irrélevants, et encore une fois, pour bêta pas trop grand, on a que les points critiques effectivement quench égale à annealed, et pas seulement les comportements critiques, plus que les comportements critiques. Le résultat est très fort. Ce n'est pas un résultat pour le log de f, donc ce n'est pas un résultat seulement pour l'exposant critique. C'est une exposant oui, c'est un résultat vraiment pour l'énergie libre. Et donc, il y a une forme très forte d'irrélevance, donc de non-pertinence, de désordre. Mais je vais insister sur le fait que, en fait, ce n'est pas quench égale à annealed dans ces modèles, jamais. On sait calculer les corrections aussi par rapport à ça. Et ce n'est pas zéro, c'est simplement asymptotiquement qu'ils ont le même comportement asymptotique. C'est ça qui rend la preuve difficile, ou au moins mathématiquement pas directe. Bon, et aussi, je voulais dire que pour ce que je sais, moi, je ne connais pas d'autres modèles dans lesquels le cas irrélevant est vraiment sous contrôle. Et bon, je ne veux pas transformer trop dans un stream of consciousness, mon séminaire. Se méditer pourquoi pour le modèle d'accrochage, les choses sont plus faciles, mais je pense que Bernard vient de le dire dans l'exposé, quand il avait dit il y a moins de termes avant la singularité. Et évidemment, pour le modèle d'accrochage, vous devez, pour détecter la singularité, c'est simplement une question de montrer positivité. Et après, pour démontrer la régularité, c'est une question de faire des bornes inférieures et supérieures sur cette courbe-là. Dans un cas général, bon, je ne sais pas, là déjà, il y a une discontinuité de la dérivée, c'est pas mal, mais en général, vous avez... ce n'est pas une question de démontrer que quelque chose est positif ou nul. Ce n'est pas une question seulement de faire des bornes supérieures ou inférieures d'un côté, et donc voilà. Et ça c'est une question très embêtante, qu'effectivement, on devrait avoir des moyens mathématiques pour aller plus loin. Bon, mais je ne vais pas dire plus sur les cas non pertinents, parce que je vais parler surtout du cas pertinent, et donc relevant, du désordre. Et là, même avant la solution du cas non pertinent, une chose était un peu tombée du ciel. On s'était rendu compte qu'avec Fabio Toninelli, qu'il y avait une inégalité dans ces systèmes, qui dit que l'énergie libre du cas désordonné est bornée, en fait, c'est seulement intéressant pour H plus grand que H critique de bêta, qu'on ne connaît pas, hein, mais bon, cette inégalité est vraie pour tout H, et a une borne quadratique de ce type-là. Une borne quadratique avec une constante qui diverge quand bêta tend vers 0, ça c'est une inégalité qui dépend vraiment du désordre. Si on envoie bêta égale à 0, il n'y a plus d'inégalité. C'est infini le monde de droite. Et alors là, je ne sais pas si j'ai le temps et peut-être je ne vais pas parler de... La seule partie technique que je voulais présenter, c'est que j'avais envie de présenter une preuve parce qu'on s'était inspiré beaucoup par ce que j'appelle les ponts fixes, la stratégie des ponts fixes de désordre infini, à des travaux de physique que je mentionnerai après pour démontrer cette chose-là. Et bon, je ne suis pas certain que j'aurai le temps, donc je vais un peu vite, mais je vais présenter quand même l'idée
et qui se base sur une forme simple de renormalisation, c'est plutôt un coarse graining, et je vais la présenter seulement dans les cas des désordres gaussiennes, qui simplifient énormément les choses. Et l'idée, c'est simplement de se dire, coupons le système à des régions très grandes, L, donc des 0 à L, de L à 2L, et ainsi de suite, et posons-nous la question de quelle est la valeur de la moyenne empirique du désordre, donc des oméga J à l'intérieur de ces blocs. Donc la moyenne empirique, donc si je divise par L, cette chose-là devrait être égale à 0 à peu près. Mais nous, on cherche des blocs dans lesquels cette moyenne empirique est atypique et est de l'ordre de delta sur bêta. Bon. Pourquoi delta sur bêta? Parce que, simplement, dès que je suis là-dedans, donc je suis conditionné à avoir ces propriétés-là, je suis avec un champ gaussien, la seule chose que je suis en train vraiment de faire, à la fin, bon, après il faudra les justifier, mais c'est des mathématiques que je sais faire, c'est qu'essentiellement, dans ce bloc, les oméga J ne sont plus des variables gaussiennes, des variances centrées, plutôt ils vont avoir une espérance qui est delta sur bêta. Je multiplie par bêta, les oméga J, je rajoute H, et je me retrouve que j'ai simplement shifté les H de delta, cette quantité-là. Donc, si je fais seulement un petit système de localisation là-dedans, chose-là, je vais récupérer une énergie libre qui ne correspond pas à un système avec un potentiel d'accrochage H, mais H plus delta. Ça, c'est l'idée. C'est simplement ça. Bon, après, vous devez estimer combien sont rares ces régions, mais ça, c'est facile. Ils vont être exponentiellement rares. Et donc, ils sont très éloignés, ces régions-là. Donc, et après, l'idée, c'est de faire simplement une borne inférieure. Donc, attention, l'inégalité, c'est une borne supérieure. Mais là, on est seulement capable de faire des bornes inférieures, et donc, je le fais. Et je dis que la fonction de partition est bornée par le bas, par la fonction de partition avec les processus qui visitent tous et seulement les blocs atypiques que j'ai choisis avec ces stratégies de trouver ces moyennes atypiques. Et bon, voilà, j'ai fait ça. Je rentre au début du bloc atypique, je sors à la fin. Le système-là, c'est mon petit système, c'est le système original, mais avec les H qui a un shift, qui est changé de delta, et ainsi de suite, je répète. Et si je fais ça, les calculs deviennent faciles parce que tout se factorise, et je peux calculer cette borne inférieure sur l'énergie libre, qui va avoir un facteur en face, qui c'est PDL, qui c'est exponentielle de moins. Donc ça, c'est très petit, c'est une mauvaise estimation. En fait, pendant longtemps, on pensait que ce n'était pas intéressante. Et après, il y a la contribution que j'ai à faire ces stratégies-là. Et ces stratégies-là, c'est quelque chose que je paye là, que je peux calculer explicitement. C'est grand saut, ça va dépendre de l'exposant, c'est 1 plus alpha qui va apparaître. C'est un calcul facile, hein, c'est rien de compliqué. Et quand je rentre là-dedans, je vais récupérer ce que je récupère dans un système désordonné de longueur L pour l'énergie libre, et avec un H qui n'est pas H, c'est devenu H plus delta. Et bon, alors comme ça, cette inégalité n'est pas particulièrement intéressante, mais ça devient intéressant si on se rappelle qu'au point critique, cette quantité-là est égale à 0. Et donc, cette borne inférieure sur l'énergie libre devient une borne supérieure sur les membres de droite. Et bon, dès que je peux choisir L arbitrairement grand, ça force à avoir cette inégalité-là, qui est l'inégalité de lissage, de smoothing, une inégalité que je viens de présenter. Hein. Donc, voilà. Ouais. Mais bon, dans ces séminaires, peut-être on est plus intéressé aux conséquences de l'inégalité de lissage, de cette inégalité quadratique que je viens de présenter. Et les conséquences, c'est que, vous voyez, on sait que pour le cas pur, bêta égale à 0, quand on approche le point critique, on a un exposant nu, et l'exposant nu, c'est le maximum entre... je pense que là, ça aurait dû être le maximum, excusez-moi, c'est le maximum entre 1 et 1 sur alpha. Et donc, cet exposant-là va être plus petit que 2 si alpha est plus grand qu'un demi. C'est égal à 2 pour alpha égal à 1 demi, et si alpha est plus petit qu'un demi, cet exposant va être plus grand que 2. Donc, l'inégalité qui est là est en train de dire forcément que le désordre est pertinent si alpha est plus grand qu'un demi.
parce que l'exposant change. Ça ne nous dit pas précisément quel est le nouveau exposant. L'exposant doit être au moins 2, et en présence de désordre. Après, en principe, on s'est dit ça ne dit rien pour alpha plus petit qu'un demi, parce qu'on sait déjà que oui, ça c'est non pertinent, et on a même démontré que l'exposant est plus grand qu'un demi. Bon, ok. Mais l'inégalité n'est pas vide si bêta est plus grand que bêta 0. Vous vous rappelez, c'est une inégalité qui est valable pour tout bêta. Donc, pour bêta grand, typiquement, on va redevenir pertinent. Le désordre va redevenir pertinent. Donc, l'inégalité est encore en train de dire qu'il y a ces bornes sur l'exposant, cette borne par le bas sur l'exposant qui est 2. Après, il y a les cas marginaux, je n'en parlerai pas beaucoup. Bernard l'a mentionné, les cas alpha égale 1,5, c'est un sujet en soi, avec plusieurs papiers en physique qui ont été écrits dans la direction parfois des marginalement irrélevantes et marginalement rélevantes. Et donc, bon, c'est pas que donc, notamment, souvent, on s'est concentré sur les faits, parce que vous vous rappelez, dans les cas irrélévants, dans les cas non pertinents, il y avait cette chose que les points critiques étaient égaux aux points critiques en yield. Et donc, on peut dire qu'on peut mettre sur table une version faible de la pertinence du désordre en disant est-ce que les points critiques dans les cas marginaux est les points critiques en yield comme dans les cas irrélévants. Et c'est ça la chose, surtout sur lesquels il y avait des accords. Et bon, à partir de donc, ça, c'est une partie de la conjecture, si on veut, et cette partie-là, on l'a reçue autour de 2010 en faveur du fait que le point critique désordonné est strictement plus grand du point critique en yield, et donc en confirmant la prédiction, la première fois que cette prédiction avait été faite, c'était par Bernard avec Hakim et Van Imenius. Et bon, après, ces résultats ont été affinés, notamment il y a des résultats par Quentin Berger et Hubert Lacroix qui ont attrapé toute la différence, disons, la symptotique exacte de la différence entre quench et yield, et notamment la conjecture complète du papier de Bernard avec Hakim et Van Imenius. OK, mais en fait, ça c'est seulement une partie de... Donc maintenant, on dit que le pinning marginal est marginally relevant, mais le problème n'est pas complètement résolu parce que la pertinence ou non-pertinence, c'est à propos des exposants critiques, pas vraiment du point critique. Mais bon, d'autre part, le problème n'est pas résolu aussi pour les cas vraiment pertinents. Donc, et ça, c'est la dernière partie de mon exposé. Et c'est poser la question de qu'est-ce qu'il arrive quand le désordre est pertinent. Et là, il y a dans la littérature physique vraiment beaucoup de prédictions, mais il y a deux lignes de recherche qui sont inspirées pour la même idée, dans un certain sens, de certains points de vue, qui convergent vers le fait que la transition devrait devenir une transition d'ordre infini. Donc, la première de ces deux lignes de recherche, c'est que j'appelle, c'est appelé dans la littérature comme renormalisation dans l'espace réel, et point fixe des désordres forts ou infinis. Je vais garder simplement infini. Hein. Je ne vais pas dire plus à propos de cette subtile distinction que je ne sais pas combien elle est claire, vraiment, même dans la littérature physique. Et bon, tout remonte à ce qu'on appelle renormalisation de Madhusgupta. Et que, donc, Madhusgupta, il y avait aussi au début, dans les premiers papiers en troisième auteur, qui disait essayons de faire la renormalisation de telle façon de prendre en compte l'aspect inhomogène du désordre, et notamment en cherchant des régions atypiques, par exemple l'endroit où l'interaction était la plus grande, où les champs extérieurs, où les désordres étaient les plus grands, et faire une opération de merging, de renormalisation autour de ces ponts. Hein. Et je n'en dirai pas plus. Et eux, ils ont travaillé beaucoup avec des chaînes quantiques. Et alors, tout ça a été repris après et fortement amélioré par Daniel Fischer. Et
et qu'il a identifié, il a une forme explicite de ce point fixe, de ces procédures de normalisation. Et après, il a aussi mêlé les idées de, je suis content que c'était déjà apparu dans la présentation de Bernard, les idées de McCoy-Wu. Et donc, Fischer a beaucoup travaillé dans la chaîne quantique de Ising unidimensionnel avec champ extérieur transversal aléatoire, et qui se relie au cas de McCoy-Wu, bon, comme ça a déjà été mentionné, que c'est plutôt le modèle de Ising en 2 dimensions avec des ordres en colonne. Et donc, et après, il y a eu beaucoup de contributeurs qui ont Daniel Fischer lui-même aussi dans cette liste, qui ont élargi ce type de résultats à une très grande classe d'universalité. Et notamment pour ce qui nous intéresse, il y a eu surtout Cécile Montus qui a donné ces résultats-là pour le modèle d'accrochage. Donc, c'est lissage très fort de la transition, donc une transition d'ordre infini avec un comportement en exponentiel de moins constante divisé par delta. Moi, j'écris 1 de façon imprécise. Et, donc, voilà pour ce que je voulais dire pour la première direction de recherche. Après, il y a une deuxième approche que, si on regarde le titre, bon, c'est cet article-là que j'ai regardé pendant certainement au moins 15 ans, plus que ça. Donc, le titre, c'est Rare Event Induced Binding Transition of Heteropolymers. Et bon, c'est peut-être vous connaissez cet article, c'est un article un peu mystérieux parce que c'est assez compréhensible, sauf qu'à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas si c'est écrit, bon, ça devait apparaître dans un deuxième article qui n'a jamais apparu. Et apparaît un système, l'affirmation que tout peut être réduit à 2 quantités et à l'étude de 2 quantités dans les systèmes pour étudier les comportements critiques. Et ces 2 quantités, dans la limite, vont obéir au système d'équations différentielles bidimensionnelles de Coste et de Taules. Et du coup, sans surprise, après, les comportements critiques conjecturés, c'est de ce type-là, exponentielle de moins 1 sur racine de delta. C'était delta tout à l'heure. Donc, tout ça est resté très mystérieux pendant assez longtemps. Et après, il y a eu la contribution de Bernard avec son étudiant Reto. Peut-être c'est 2013 et pas 2014, je me trompe toujours, mais bon, c'est... Et donc, Bernard a considéré la version hiérarchique du pinning, du modèle d'accrochage, pardon, et il l'a simplifié. Et il est tombé sur un modèle qui avait déjà été considéré par collègues Ekman, Glaser et Martin en 1984, mais comme dans le contexte de Verde-Spin. Et après, il est allé au-delà et ils ont montré que pour ces modèles, il y a effectivement ce comportement, disons, à la Coste-Taules. Et moi, je voulais faire une considération, si bon pour dire que le modèle d'accrochage hiérarchique était déjà présent dans la littérature, notamment d'Eliakim Van Imenius, l'article-là, l'effet pour les modèles hiérarchiques et pour les modèles non hiérarchiques. Et c'est un système dynamique aléatoire basé sur l'itération simplement d'un polynôme quadratique. C'est un problème très simple et très... ce qui parle beaucoup, à mon avis, devrait parler beaucoup aux mathématiciens. Ça, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc, mais par contre, ce n'est pas beaucoup plus facile que les modèles non hiérarchiques. En fait, personnellement, à chaque fois qu'on arrivait à faire une chose sur les cas hiérarchiques, on a pu le faire sur les cas non hiérarchiques presque tout de suite après. Et non, donc c'est utile, mais il y a un ingrédient que Derrida et Reto ont rajouté dans la simplification qu'ils ont fait. Dans la version simplifiée du modèle, le point critique du cas désordonné devient explicite. Et bon, et ça c'est... Bon voilà, ça c'est à propos de la deuxième ligne, de direction de recherche, des lignes de recherche. Et
Et maintenant, je voulais revenir au cas du modèle d'accrochage et de dire qu'est-ce qu'on peut vraiment montrer dans les cas de désordre pertinents pour les modèles d'accrochage. Alors, de façon mathématiquement stricte, pour le moment, rien, mais donc avec Quentin Berger et Hubert Lacroix, on a réussi à traiter un cas avec un mécanisme d'accrochage qui n'est pas celui que j'ai présenté. A priori, on peut se dire que c'est presque la même chose. C'est un modèle qui s'appelle copolymère en proximité d'une interface sélective. Et mais par contre, dans un cas très spécifique, alpha égale à 0, dans lequel on peut calculer explicitement le point critique et du coup, on peut se mettre à travailler avec des bornes inférieures et supérieures. Et on a obtenu des résultats qui sont que je présente là. Donc, c'est l'exposant delta 1, pas 1,5, mais avec une correction logarithmique. Et par contre, maintenant, là, il y a Bernard et Yazan, et avec d'autres gens, ont effectivement démontré la prédiction de Derrida et Reto pour les modèles hiérarchiques simplifiés. Et donc, ils ont démontré... là, je les présente de façon informelle, mais en particulier, pour ces modèles-là, effectivement, ces comportements à la Costelli-Taules est effectivement un résultat mathématique maintenant. Et la seule chose que je voulais faire comme considération sur cette page-là, c'est que pour les deux résultats, il semble assez crucial, pour ce que je fais sans doute, mais j'ai l'impression aussi que pour l'autre, que le point critique du modèle désordonné est explicite. Et on se met à travailler autour de ce point pour faire des estimations par le haut et par le bas. Et donc, voilà. Et j'ai presque terminé, mais j'avais préparé cette transparent sans connaître les sujets du séminaire d'aujourd'hui, mais ça s'appelle effectivement désordre faible ou intermédiaire, hein, et aussi parce que je me retrouve au milieu de deux séminaires de désordre faible, celui de Jean-Marc Luc et Christophe Texier. Et en fait, je voulais remarquer, en fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas là-dedans encore, mais notamment, je voulais mentionner ces choses, c'est que en 2014, Albert Scanin et Quastel, dans le contexte de KPZ, ils se sont posé la question de prendre une limite qui, c'est une limite, je pourrais dire, des désordres faibles, eux ils l'appellent intermediate disorder. Bon. Mais en fait, ils sont passés à la limite dans la fonction des partitions pour le modèle de marche aléatoire en milieu, c'est polymère dirigé en milieu aléatoire, c'est lui qui est dans la classe d'équivalence de Kardar-Parisi-Zhang. Et effectivement, ils ont réchelonné la fonction des partitions pour arriver sur une équation différentielle stochastique singulière. Et ils ont effectivement mis en évidence l'interpolation au niveau de cette particulière, donc ils l'appellent des ordres intermédiaires, parce qu'ils arrivent à interpoler entre les modèles d'Edward Wilkinson et KPZ. Donc, bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup aujourd'hui, sauf que, en fait, plusieurs personnes, là je mentionne surtout Francisco Caravena, Ron Fensun et Nikos Zygouras, ont réappliqué cette approche-là des ordres faibles, hein, mais ce n'est pas fait au niveau de l'énergie libre, c'est fait au niveau de la fonction des partitions. Et donc, notamment, ils l'ont appliqué au modèle d'accrochage, mais aussi à d'autres modèles, et sont tombés sur des équations, des EDP singulières. Je devrais dire plutôt des développements en code binaire, mais le point crucial, c'est que dans les cas non pertinents, ce développement est trivial, et le processus est gaussien. Et dans les cas pertinents, le processus est un vrai processus non linéaire. Et donc, il y a une autre façon de voir la pertinence et non-pertinence, et donc ils l'ont fait pour 2-3 modèles. Et la chose que je trouve très, très embêtante, c'est que j'ai pas mal réfléchi à cette méthode,
Et je peux dire que ça ne marche pas tout le temps. Moi, je ne sais pas le faire pour Mekoivu, que c'était bon, si vous avez écouté certains de mes séminaires, je m'intéresse beaucoup au Mekoivu. Et là, on n'y arrive pas. Non, cette approche-là, on n'a pas réussi jusqu'à là à la faire marcher. Il semblerait non, je ne sais pas. J'ai des idées sur pourquoi ça ne marche pas, mais donc, ce n'est pas une approche si générale que ça. Et tout ça, c'est un peu embêtant parce que les ordres faibles est une approche très classique et ça avait été déjà fait au niveau de l'énergie libre. Et notamment, on a entendu Luc la semaine dernière et on va écouter Texier la semaine prochaine. Et exactement dans des modèles dans lesquels cette approche-là ne semble pas marcher. Par contre, ça semble faire dire quelque chose. Bref, pour moi, il y a un vrai trou de compréhension sur ces désordres faibles et toutes ces approches. Et donc, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais rien de clair dans ma tête, donc c'est absolument inutile. Bon, voilà, donc je termine pour dire que donc, les critères de Harris donnent pour les mathématiciens vraiment une grande famille de conjectures. Et donc, au niveau exactement du critère de Harris, donc comprendre pertinence et non pertinence, et cas marginal aussi, je dirais que maintenant tout est sous contrôle pour le modèle d'accrochage. Au niveau du critère de Harris. Par contre, ce qu'il arrive quand le désordre est pertinent n'est pas autant sous contrôle, loin de là, je dirais, même si maintenant, avec les progrès récents, et on sait peut-être où aller, il y a vraiment cette idée que la transition doit être lissée au point de devenir d'ordre infini. Mais bon, après, il reste que il y a plein de choses qui sont mathématiquement encore très, très ouvertes pour tous les autres modèles qui sont dans la même classe d'universalité. Et notamment, je trouve un peu embêtant que la chaîne unidimensionnelle quantique soit si peu sous contrôle. Je suis prêt à en discuter, hein, mais, ou Mekoivu, des cas avec des ordres en colonne, avec ces conjectures magnifiques de Mekoivu. Et, oui, je voulais simplement mentionner qu'avec Hubert Lacroix, après lui tout seul aussi, on a beaucoup progressé dans les cas des modèles d'accrochage en dimension supérieure. L'accrochage d'interface, c'est des cas des ordres pertinents et il y a des résultats dans cette direction-là. Donc, bon, mais je ne dirai pas plus. Et bon, je laisse là, cette chose-là. Et je laisse ces choses qui me restent, pour moi, c'est assez mystérieuse. C'est vraiment le rôle de ces différentes limites des désordres faibles qui semblent donner des résultats dans certains cas et pas dans d'autres cas. Et comment, et après tout, on est en train de parler des désordres faibles pour un point fixe de désordre infini, non des désordres forts. Bon, après la procédure de normalisation, probablement. Mais bon, pour moi, au moins comme mathématicien, il y a plein de choses qui restent ouvertes dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.